Renacast. Et du fait, je pense aussi que, je garde le contact, en fait, avec un certain nombre de personnes et puis je parle beaucoup autour de moi. Enfin, c'est jusqu'à la boulangère du coin, enfin, je m'arrête pas simplement à acheter ma baguette où je me suis dit: «Mais, ça fait 15 ans que tu es dans la même entreprise, tu as pas vu ce qui se passait ailleurs?» Et puis je commençais déjà à avoir des petits doutes sur le métier en lui-même et sur le fait que j'avais envie de faire ce métier-là toute ma carrière. Franchement, si je devais caractériser qu'est-ce qui a été la compétence la plus importante que j'ai appris dans mes différents métiers, c'est vraiment, d'apprendre à gérer l'imprévu. Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. On croit souvent que changer de vie, c'est tout effacer. Spoiler alert, c'est faux. Les meilleures trajectoires sont des hybridations. C'est l'histoire d'une femme qui a troqué 19 ans de beaux commerciaux contre un scalpel numérique. Du béton de l'immobilier d'entreprise à la précision chirurgicale des audits stratégiques, de la sécurité des cycles longs à l'audace de la performance immédiate, elle a compris que le chèque n'est pas une chute, mais une simple donnée stratégique. Aujourd'hui, elle n'analyse plus les mètres carrés, elle opère de la croissance de ceux qui veulent durer. Aujourd'hui, je reçois Charlie Perru. Bonjour Charlie et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Hello Nicolas! Salut, je suis trop content de t'avoir. Alors on a papoté un petit peu, comme toujours avec tous les invités, avant le début de l'épisode. Je t'ai expliqué pourquoi j'adorais ton prénom, pourquoi j'adorais travailler avec des personnes qui ont ce prénom-là d'ailleurs. Et du coup, je suis trop content parce que ton parcours, je l'ai analysé de bout en bout. Internet et regorge d'informations sur toi. Et c'est hyper satisfaisant de les voir découvrir ta vie au fur et à mesure, comment ça a avancé. Et je trouve ça hyper pertinent dans Renacast de t'accueillir parce que tu as quand même pas mal de choses à nous montrer, à nous dire. Et puis, je sais que ça va forcément inspirer plein de monde autour de nous. La première personne que tu as inspirée, évidemment, c'est moi. Mais je sais, au fur et à mesure des épisodes de Renacast, que nos auditeurs sont friands d'expériences différenciantes, différentes, et qui amènent d'un changement de vie à un statut complètement différent. Alors moi, du coup, maintenant, Charlie, je te connais presque par cœur. En tout cas, tout ce que tu veux bien laisser transparaître sur Internet. Mais peut-être pas encore nos auditeurs. Alors, est-ce que tu veux te présenter à eux? Alors si je devais me présenter effectivement en une phrase qui me caractérise à la fois au niveau pro et perso, parce que pour moi les 2 sont imbriqués, ce serait vraiment en fait que j'aime en fait comprendre comment ça fonctionne. Que ce soit la nature humaine, que ce soit les systèmes, j'aime en fait comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai toujours eu, je pense à mon avis depuis, mon enfance, cette quête insatiable en fait de justesse et de solution et de recherche de solutions. Et c'est assez drôle parce qu'au final, quand je regarde en fait quel est le fil rouge en fait de ma vie, ça a été vraiment cette quête en fait à chaque fois d'aller, trouver des réponses, d'aller comprendre en fait les choses. Ouais. Donc ça a pu commencer par la lecture parce que c'est vrai que mon premier amour, ça a été la lecture, où j'étais le rat de bibliothèque qui allait, chercher ses livres au bibliobus en fait, tous les tous les mercredis, tous les vendredis, je revenais avec une pile comme ça à la maison de livres à lire. J'avais commencé, je m'en rappelle, par, les romans, enfin non, les BD. J'avais Ouais. commencé par les BD, ça a été mon premier amour. Après, j'ai bifurqué vers les romans, la science, l'histoire. Enfin, j'ai lu, je crois que j'en étais arrivée à un point, en fait, où j'avais lu pratiquement tout ce qu'il y avait, en fait, dans le bibliobus. C'est bien. Et au final, chaque semaine quand j'arrivais, bah, les dames du bibliobus, elles me demandaient, en fait, qu'est-ce que j'avais envie de découvrir cette semaine? Et elles me ramenaient souvent du mercredi au vendredi, en fait, les livres, en fait, que je voulais lire.
Ah, c'est génial ça. Ça commence bien parce que la lecture, alors tu as peut-être écouté quelques épisodes de Renacast, j'adore la lecture, mais j'ai un petit défaut de fabrication qui fait que c'est difficile pour moi de lire des livres. J'ai échangé avec Isabelle Rochard, qu'on a entendu la semaine où on enregistre nous deux, et je lui expliquais que moi, en fait, quand je lis un livre, du haut de la page au bas de la page, je peux déjà avoir oublié ce qui s'est passé au-dessus parce que ça me demande un effort intellectuel intellectuel assez fort puisque j'inverse les lettres, j'inverse les mots. Enfin, quand je lis, c'est assez compliqué. Par contre, je trouve ça génial de pouvoir s'évader à travers la lecture. La BD, je trouve ça encore plus fort. Alors moi, je suis plutôt forcément attaché à la BD parce qu'il y a des images, alors c'est cool pour moi. Euh, Peu et de texte, des images, ouais, c'est pratique, c'est en effet. pratique. Et pourtant, ça laisse rêver quand même. Ça laisse aller son imagination à plein d'autres histoires qu'on peut fabriquer. Donc, je comprends totalement pourquoi on peut adorer la lecture au point d'être un rat de bibliothèque, comme tu le dis très bien. Je trouve ça bien. Donc ça, Mmh. c'était ton premier amour. Alors, j'imagine qu'il y en a plein d'autres, s'il y en avait un. Euh, Est-ce que tu peux nous en Ce parler serait un trop peu? simple, hein. Bah oui, Alors, qui dit lecture, dit pour moi, en fait, que je suis arrivée naturellement vers l'écriture évidemment. et ça m'est venu surtout quand j'ai commencé à lire des romans et j'ai commencé à écrire déjà, à faire du journaling, donc écrire, un journal intime et après j'ai commencé à écrire des fictions où je créais un personnage, en fait, de A à Z et puis je lui faisais vivre des péripéties, certaines aventures, ça m'éclatait C'était et génial. j'ai eu un autre amour aussi que j'ai depuis ma plus tendre enfance, c'est la musique. Je suis arrivée en fait, je suis née en 85 donc la 6 est arrivée je crois, en 86 Ouais, et sur M6 au départ, c'était de la musique qui passait, essentiellement. ouais. Donc j'ai baigné dedans. J'ai plus si je regarde mon enfance, j'ai plus écouté de musique, regardé des clips que regarder des dessins animés, par exemple Ok. et donc ce qui fait qu'avec le mimétisme parce que, bah, forcément quand on écoute de la musique, on développe une certaine sensibilité, je trouve au son. Et également, comme c'était pas que de la musique en français, bah, ça m'a donné aussi effectivement une certaine oreille pour apprendre les langues étrangères. Et donc, je sais qu'il y a une anecdote comme ça qui est assez drôle, c'est ma mère en fait, elle m'a raconté que j'avais 2 ans et on prenait le train et à un moment donné, je me suis mis à chanter en anglais. Et les gens en fait se posaient la question: «Mais c'est qui chante comme ça dans le train?» et quand ils se sont rendus compte que c'était une gamine de 2 ans, ils ont halluciné. Et C'est c'est vrai que la musique, j'écoute beaucoup de musique. Je m'inventais même des clips, c'est-à-dire qu'à partir d'une simple musique, je m'inventais des clips vidéo associés. Donc, le côté créatif, effectivement, tu sens effectivement le truc arriver Il où le commence à côté arriver, là, créatif on le a voit bien. commencé à se réveiller Ouais. et je sais aussi que, j'aimais beaucoup aussi, comme je comprenais pas forcément ce que voulaient dire les paroles, bah, j'avais le Walkman à l'époque, rest in peace effectivement le Walkman, où je réécrivais les paroles de musique en les réécoutant en fait avec la touche rewind. OK. Donc forcément derrière en fait, j'ai commencé en fait à écrire, puis comme il y avait pas encore internet, bah, j'allais chercher dans les encyclopédies et tout, dans les livres que je pouvais trouver au Bibliobus, à comprendre en fait qu'est-ce que j'étais en train d'écrire. Donc j'ai fait ça en anglais, j'ai fait ça aussi en allemand et après, comme j'ai fait des classes européennes où j'ai appris l'allemand et l'anglais très tôt, donc je crois que c'était, l'anglais, j'ai dû commencer à l'apprendre dès le CE2 ou CM1 Mmh. et l'allemand, je l'ai pris aussi également avec l'anglais à partir de la sixième. Donc ce qui fait que très tôt, en fait, ça m'a permis de consolider aussi un certain nombre d'apprentissages. Ouais, donc aujourd'hui, Donc tu es ça, le trilingue? chant oui, je suis même quadrilingue parce Quadrilingue? que je parle anglais, allemand, couramment et j'avais pris l'espagnol quand j'étais au lycée. Dis donc, c'est rare en France d'avoir des personnes qui sont capables de parler autre chose que le français, donc bravo à toi. Mais tu vois, ce que tu donnes là, déjà un tips hyper intéressant pour tout le monde, qu'on ait 2 ans. Alors 2 ans, ils vont pas écouter Renakas, mais que tous ceux qui veulent apprendre une langue et qui ont des difficultés, ce que tu as fait, c'est hyper intéressant. Ça permet de dédramatiser l'apprentissage d'une langue, le transcrire sur quelque chose que tu aimes, que tu apprécies. Certains, c'est des livres, ils vont lire des livres dans la langue qu'ils souhaitent apprendre. Je me souviens avoir échangé avec une personne qui est traductrice en fait, et elle apprend les langues en prenant le livre en français et le livre dans la langue qu'elle souhaite apprendre. Elle lit les deux livres en même temps pour comprendre chacune des phrases, et c'est impressionnant. Je crois qu'elle parlait 6 ou 7 langues différentes grâce à ça, et sa méthodologie d'apprentissage,
elle adore la lecture, donc elle avait calqué ce que toi tu as fait, que t'avais même pas théorisé le truc, que tu avais déjà à 2 ans compris que c'était important de le faire et un peu plus tard dans ta vie, de transcrire tout ce que tu aimes et puis d'aller chercher la réponse. Moi, je trouve ça génial, même si tu as 40 ans, 50 ans, 60 ans, si tu as envie d'apprendre, bah en fait, mêle-le à quelque chose que tu kiffes et tu vas vite apprendre. Alors, vite, je sais pas si c'est vite, mais mieux en tout cas et avec plus de facilité. Je pense que je pars du principe que quand on est vraiment passionné par ce qu'on fait ou par ce qu'on a envie d'apprendre, on va mettre forcément les ressources a avec et on va passer à l'action. Et je pense que c'est ça aussi qui est le plus important, je pense, quand on cherche à apprendre une nouvelle compétence, c'est, de se poser la question de, comment? Je sais que moi, quand je me pose la question du comment, ça me permet d'aller mettre le doigt sur, bah, quelle est la méthode pour moi la plus simple pour aller apprendre une nouvelle compétence. Et ça, je me suis rendu compte avec le recul aujourd'hui que je l'ai appliqué à beaucoup de choses dans mon quotidien. Ouais. C'est ce que Ça a je dis. commencé avec les langues étrangères, ça a Ouais. été, l'histoire, le chant aussi parce que j'ai fait partie d'une chorale quand j'étais au collège parce que je me suis pas arrêtée à l'écriture, à la lecture, et à la musique, je me suis dit: «Bah, tiens, on va quand même tenter de de chanter soi-même». Bon, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai mis de côté parce que, bah, à un moment donné, on rentre dans la vie active, hein, parce que c'est Ouais. ce qui se passe, hein, c'est que j'ai mis tout de côté un petit peu mes passions d'enfant quand je suis rentrée dans la vie active pour au final, repartir sur des choses qui sont beaucoup plus terre à terre. Mais en soi, ces passions-là, elles sont quand même restées à l'intérieur de moi. Ouais et donc il y a plein de mots que tu me donnes que je trouve excellents. On rentre dans la vie active et c'est plus terre à terre. Est-ce qu'on perd pour autant ses rêves, quand on rentre dans la vie active? Je pense qu'on les met de côté. Moi, je pen c'est ce qui s'est passé, je pense, pour moi, c'est qu'à un moment donné, justement, ce côté créatif, je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté, bah, parce que, je suis arrivée effectivement alors, j'avais débuté ma carrière en étant hôtesse d'accueil. Donc tu vois le truc, je suis rentrée dans l'immobilier vraiment par la petite porte, en étant hôtesse d'accueil. Côté standardiste, service Bien sûr. généraux, hein, des postes un peu hybrides. Après, je suis passée en assistanat de gestion. J'ai été membre du comité d'entreprise où j'ai fait la trésorerie du comité d'entreprise avant d'en être secrétaire pendant des années. Après, j'ai monté comme ça les échelons progressivement en fait en faisant de la gestion de patrimoine. Donc après je suis passée property manager, donc c'est de la gestion de patrimoine immobilier, pour le compte de tiers, pour finir responsable grand compte. Et je je pense que, aujourd'hui, ce qui caractérise vraiment en fait mon parcours, c'est qu'à un moment donné, heu, j'ai besoin d'évolution dans mon quotidien. C'est-à-dire que quand je sens en fait que j'ai fait le tour d'une compétence, j'ai envie de passer à autre chose. Et c'est ce qui m'a amené aussi, je pense, à un moment donné, bah, justement quand j'étais dans la toute première boîte dans laquelle j'ai évolué, où j'ai voulu justement aller au comité d'entreprise parce que j'ai voulu aussi me challenger. C'est-à-dire que tu passes en fait, à représenter les gens, enfin, à représenter les gens, à défendre leurs intérêts, à argumenter aussi parce que mine de rien, te retrouver face à la direction et puis aller défendre, les droits des salariés, c'est quand même quelque chose qui est pas neutre. Et sachant que personnellement, je me considère plus comme quelqu'un qui c'est je gueule pas pour gueuler, j'ai plus tendance en fait à être quelqu'un de médiateur. C'est-à-dire de trouver le juste milieu entre les intérêts de l'entreprise et les intérêts des salariés. Ce qui fait qu'à chaque fois quand j'avais tendance à proposer des solutions, c'était des solutions qui étaient plus pragmatiques et pas forcément des choses en fait qui étaient de se dire: «Bah, comment dire? Je me plains» ou c'est juste pour le plaisir de se plaindre ou pour le plaisir de râler. C'est-à-dire que pour moi, c'est inconcevable d'aller se plaindre de quelque chose sans proposer de solution à côté. Ah, ça me parle beaucoup ce que tu viens de dire parce que dans l'entreprise pour laquelle je travaille, je passe pour le râleur de service, tu vois. Je suis jamais content de rien, pas parce que je suis pas content, parce que je trouve qu'on pourrait faire différemment, mieux et je pèse pas mes mots, tu vois. J'ai un problème peut-être psychologique qu'il faudrait que je travaille, je sais pas. C'est que quand quelque chose est nul, je dis qu'il est nul, mais comme ça. Moi, ça c'est nul. Bon et sans comprendre que l'autre personne en face a travaillé peut-être des heures dessus, voire des mois, et puis moi d'un revers de main je le jette violemment dans un coin, mais pas méchamment, tu vois. Et je leur dis, il faudrait mieux faire comme ça, en fait. Et toi, donc justement, en étant plutôt médiatrice, tu arrives à trouver les bons mots à ce moment-là. Est-ce que c'est ta vie
tout au long de ta carrière professionnelle qui t'amènent à trouver les bons mots, à trouver les bonnes structures de phrases, ou peut-être uniquement toutes les lectures que tu t'envoies par semaine, qui t'amènent un dialecte, un discours, une panoplie de mots forts pour pouvoir argumenter tout ce que tu dis. Comment tu fais pour paraître pas méchante comme moi? Je pense qu'il y a eu beaucoup d'observations depuis mon enfance. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus, enfin, je suis quelqu'un d'introverti de base et j'avais beaucoup plus tendance à observer avant d'agir. Ok. Et c'est vrai que quand tu prends cette habitude-là, en fait, d'observer les gens, bah, il y a forcément des choses, enfin, les micro-expressions, la manière dont les gens s'expriment, puis tu sens aussi les émotions aussi des personnes et je pense que j'ai développé cette capacité-là, en effet, en grandissant, justement, à capter, en fait, vraiment, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait, derrière? Parce que tu as souvent la façade, on a tous des masques, en fait, Mm. qu'on arbore, des masques sociaux, qui sont souvent hérités ou enfin, qui sont liés à notre environnement et c'est vrai que d'aller regarder, en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? De se poser la question que, bah, OK, cette personne-là, elle s'énerve, par exemple, mais qu'est-ce qui fait qu'elle s'énerve? Et justement, j'ai commencé à prendre très tôt cette habitude de creuser les choses, de vraiment chercher à comprendre, en fait, du point de vue de la personne, qu'est-ce qui se passe intérieurement pour qu'elle en arrive, en fait, à cette émotion-là ou à cette réaction-là. Ouais, effectivement. Voir derrière le masque. Alors j'ai fait un article là, comme quoi on avait tous que des masques sociaux, comme tu dis très bien, et que on les porte et on les change en fonction du lieu où on est. En plus, ce masque n'est pas toujours le même. Tu sais, on a plusieurs têtes qu'on tourne. Je vois une figurine avec plusieurs têtes et on la tourne en fonction de l'environnement où on est, familial, professionnel, même associatif, etc. On n'est pas tous les mêmes tous les jours. On peut être mal perçu à droite, mais être un élément de référence à gauche. Donc des fois, il suffit de changer de lieu pour être meilleur que soi. Et je trouve ça hyper intéressant. Donc ça, tu l'apprends tout au long de ta carrière. Tu échanges avec les personnes, tu évolues dans l'entreprise. Et pendant tout ce temps-là, tu évolues dans la même entreprise ou tu as un parcours comme beaucoup. J'ai évolué pardon. Oh, vas-y, vas-y, très J'ai bien. évolué en fait, j'ai évolué pas j'ai fait 15 ans dans la première entreprise dans laquelle j'ai évolué et après 4 ans dans la suivante. Donc ce qui m'amène effectivement 19 ans de carrière dans l'immobilier. Après, c'est vrai que j'y étais rentrée vraiment en tant que prestataire externe. Ma toute première entreprise où justement c'était une boîte d'hôtesse d'accueil, qui m'avait filé cette mission-là, dans une petite boîte immobilière qui s'est fait racheter après par un grand groupe au moment où moi je suis arrivée dans l'entreprise. Cool. Donc, c'est vrai que j'ai connu tout de suite en fait cette phase de transition où tu passes en fait d'une société d'une soixantaine de personnes à une société qui grandit très, très vite. Donc et comme il y a eu beaucoup de mouvements dans cette entreprise-là, que ce soit au niveau du personnel, mais aussi également au niveau des modes de fonctionnement, donc j'ai connu à la fois, en fait, la petite structure, familiale et la grosse structure, en fait, qui prend de l'ampleur. Et tu t'épanouis plus dans une entreprise qui est grosse, avec une ampleur importante au niveau national, voire peut-être international, que dans une petite structure. Comment toi tu te sens? Est-ce que tu es mieux dans l'un ou dans l'autre? Alors déjà, j'ai jamais travaillé dans une entreprise franco-française. Ah, C'est ça qu'il faut donc savoir, ça c'est c'est réglé. que j'ai travaillé, la première boîte, elle était américaine et la deuxième boîte dans laquelle j'ai travaillé, elle était anglaise. Enfin oui, d'origine anglaise. Donc j'ai toujours travaillé dans un environnement international et même la plupart des clients avec lesquels j'ai évolué, c'était des investisseurs étrangers. OK. Donc je pouvais à la fois parler allemand avec certains de mes clients, tout comme parler anglais majoritairement. J'ai connu des Irlandais, des Japonais, des Américains, des Allem enfin beaucoup d'Allemands, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui investissent en France dans le patrimoine immobilier tertiaire. Donc c'est vrai que j'ai une variété de clients, mais j'ai toujours baigné en fait dans un environnement qui était international et c'était ce qui me plaisait. Parce que mine de rien, moi qui adorais, apprendre les langues étrangères, bah, ça me permettait de les pratiquer au quotidien. Ouais, évidemment. Et qu'est-ce qu'on apprend quand on gère des dossiers aussi importants? Parce que on traite pas avec monsieur et madame tout le monde, même s'il y a aucun projet qui est minimum, enfin qui est minime. Acheter une maison, sa première maison, ça a une importance capitale pour la personne qui le fait. Mais qu'est-ce qu'on apprend quand on gère des dossiers où tout ce qui est approximatif, ça n'existe pas? Parce que là, dès que tu te loupes, ça peut avoir de graves conséquences. C'est apprendre à gérer l'urgence, l'imprévu. Franchement, si je devais caractériser qu'est-ce qui a été la compétence la plus importante que j'ai appris dans mes différents métiers, c'est vraiment, d'apprendre à gérer l'imprévu et surtout comme j'étais, entre 2 chaises, parce que j'étais entre les propriétaires qui achètent les biens et les locataires qui louent les biens. OK. Donc forcément, ça te donne une position, en fait, où tu dois à la fois défendre les intérêts surtout défendre les intérêts de ton client,
mais également s'efforcer de garder un bon relationnel avec les locataires et les prestataires. Parce que c'est vrai qu'on a aussi des prestataires qu'on gère. Donc tout ça, en fait, cet écosystème-là, en fait, ça apprend, en fait, à faire preuve de diplomatie. Une question Où du on en était? coup, Désolée. ouais, moi, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup et un tips qui me semble hyper intéressant que tu donnes très, très rapidement, savoir apprendre peut-être plus, à traiter l'urgence. Ça peut être peut-être un conseil, qui peut être, donné à tous les nouveaux entrepreneurs, mais même les anciens, quand tu commences une entreprise savoir traiter l'urgence, à mon sens, c'est hyper important. Est-ce que tu as des petits trucs comme ça? Comment on traite l'urgence? Est-ce qu'il y a une urgence plus urgente qu'une autre? Est-ce que tu as une méthodologie qui te permet de la traiter, cette urgence? Alors déjà, on sait pertinemment que quand tu vends un service ou un produit, tu as un socle, de base. Ouais, Moi, je sais que quand je faisais de la gestion de patrimoine, tu savais pertinemment qu'à tel jour de tel mois, tu devais rendre en fait, tes reportings, tu devais rendre compte aux clients, tu avais tes réunions sur telle période. Tu savais aussi pertinemment que, bah, à telle période de l'année, tu devais rendre tes budgets ou tu devais faire tes redditions de charges. En fait, on avait un calendrier, en fait, avec nos missions et après derrière, il fallait toujours garder, en fait, une marge, en fait, pour l'imprévu. Et déjà d'anticiper, déjà ces tâches-là, c'est-à-dire de se faire vraiment un rétro-planning, parce que je pense que c'est vraiment la clé, hein. C'est de se faire un rétro-planning et de se placer des plages, en fait, dans la semaine, dans l'agenda, pour accomplir certaines tâches. Après moi, je vais même beaucoup plus loin aujourd'hui, depuis que je suis entrepreneuse, c'est que j'ai appris à identifier mon chronotype. C'est-à-dire, le chronotype, alors c'est Michael Breus, c'est un super livre d'ailleurs que je peux conseiller qui s'appelle «Quand» de Michael Breus, qui t'explique en fait, que selon le moment de la journée, il y a des moments en fait selon, ton chronotype ou ton rythme biologique où, tu es plus efficace sur certaines tâches que d'autres. Et ouais. donc moi j'ai découvert que j'étais un lion extrême, donc c'est-à-dire que je peux me lever très, très tôt le matin, être opérationnelle, direct dès le réveil. À des heures qui sont où tout le monde dort, hein, tout le monde, très clairement, quand les gens me disent quand je dis aux gens que, bah, à 4:00 du matin, je suis déjà tout feu au vert, les gens hallucinent. Ouais, Ils je se disent: «Mais attends, tu dors quand?» «Bah, je dors quand même, sauf que je dors moins que la normale» et derrière, en fait, je sais que je réserve, en fait, toutes les tâches de réflexion et les tâches les plus stratégiques, en fait, sur le matin au réveil. ouais. Parce C'est que bien souvent, la nuit, en fait, ton cerveau a tendance à somatiser, à mouliner, en fait, tout ce que tu as ingurgité mmh. et je sais que moi, souvent, les solutions vont me venir immédiatement ou les idées, elles vont me venir, très vite au réveil Ouais, c'est et par hyper contre, je sais qu'en fin de journée c'est hyper en fin de journée, intéressant. j'évite. Attends, je te coupe 2 petites secondes parce que tu vas me donner trop d'idées d'un coup. On reprendra en fin de journée, mais je trouve ça hyper intéressant. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu connais forcément l'expression. Et moi, je pense que c'est plutôt vrai. Et la nuit, il y a une chose que moi j'adore. Alors moi, je me lève pas si tôt. Je suis désolé, mais je me lève un peu tôt aussi. Et je trouve ça vraiment génial parce que je vais donner le moment que quand je me lève, en fait, il y a zéro bruit, il y a zéro notification, il y a zéro impact sur mon cerveau. À ce moment-là, tout est calme. Et j'adore moi aussi ce moment-là et c'est là que mon cerveau il fusionne le plus et il est hyper opérationnel pour réfléchir. Pas pour agir. Je vais pas aller faire un marathon, un truc comme ça, j'y arriverai pas. Il me faut mon petit café le matin et c'est une routine que je me suis créée d'ailleurs, qui est peut-être mauvaise. Faut peut-être que j'arrête le café tous les matins, mais j'ai mon petit café le matin, je m'assois, je m'installe et à ce moment-là, j'emmagasine une tonne d'informations et bizarrement ces informations, parce que je suis serein, il se passe rien en fait. J'adore qu'il se passe rien et là tout vient d'un coup et c'est à ce moment-là que je trouve ça génial. Et après, ben, effectivement, en fin de journée, toi, tu fais quoi du coup? Tu cours, tu fais du sport, tu lis? Alors non, moi, si je réserve le sport justement au matin Ah OK. parce que si tu me fais faire du sport, en fait, en fin de journée, c'est mort, je ne dors pas. OK, oui, je comprends. Le matin ou le midi, grand maximum, début d'après-midi. Après, dès que tu passes effectivement, 15:00-16:00, c'est des horaires, en fait, où j'évite de faire du sport parce que derrière, ça me stimule. Je comprends. C'est-à-dire que j'ai un regain d'énergie après avoir fait du sport. Non, le soir, généralement, c'est plus des tâches, en fait, où je vais, par exemple, faire du journaling, où Ouais. je vais écrire, où je vais faire des tâches, en fait, qui me demandent pas trop de réflexion. C'est un truc tout con, du rangement ou, te dire: «Bah, tiens, tu vas reclasser ça, ça, ça» ou planifier ta journée aussi, du lendemain aussi. Ou comment dire? Prendre un bouquin et puis lire. Même si je préfère lire le matin, entre les 2, mais ça m'arrive aussi, de lire
ou tout simplement de me détendre. Tout bêtement, hein, Complètement, oui. Ouais, effectivement. OK, je comprends. Alors oui, le sport le soir, ça peut être, effectivement ça dépend, il y a 2 écoles, hein. Tu te défonces tellement que tu te poses dans le lit, tu t'endors parce que tu as plus aucune force physique, et d'autres où au contraire ça crée de l'adrénaline et du coup, c'est impossible de dormir derrière donc oui, je comprends. J'aime beaucoup, je mettrai dans les liens de l'épisode le livre, «Quand», je suis allé voir, déjà, je viens de le rajouter dans ma bibliothèque. Alors j'ai trop je le dis à tous les épisodes, j'ai trop de livres à lire en ce moment. Mais je les donne à tout le monde parce que moi, je vais tous les prendre, mais vous n'êtes pas obligé de tout acheter, évidemment, ou empruntez-le. Donc ça, c'est cool. Premier tips hyper intéressant. Enfin, tip suivant, hyper intéressant. Donc, tu évolues tranquillement dans l'entreprise jusqu'à changer. Tu m'as dit 14-15 ans dans la même boîte, c'est ça? Puis après, tu changes. c'est Euh, ça. En Qu'est-ce qui te fait, fait changer ce qui déjà? s'est passé Voilà, nickel. ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné, j'ai senti que j'atteignais un plateau. Ouais. J'ai senti que j'atteignais un plateau et que, ma progression, en fait, elle est enfin, j'avais fait le tour de l'entreprise, on peut le dire. Et ce qui s'est passé, c'est que je crois que j'ai eu une promotion ratée. Donc c'est-à-dire que, il y a un poste qui s'est ouvert effectivement d'encadrement, enfin du moins de management d'équipe, qui s'est ouvert, qui a été attribué à quelqu'un d'autre. Alors sur le principe effectivement, enfin, je pense que les 2, enfin le parmi les personnes qui étaient pressenties, effectivement, tout le monde avait la compétence. Mais derrière, moi, en fait, ça m'a posé la question, enfin, c'est même pas, en fait, par rapport à la promotion ratée en soi que ça a été un déclencheur, c'est surtout par rapport à moi, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Mm. Où je me suis dit: «Mais, ça fait 15 ans que tu es dans la même entreprise, tu as pas vu ce qui se passait ailleurs?» Et puis je commençais déjà à avoir des petits doutes sur le métier en lui-même et sur le fait que j'avais envie de faire ce métier-là toute ma carrière. Et donc, justement, le fait de changer d'entreprise, ça a été un moyen pour moi d'identifier si, ce que je commençais à rejeter, c'était le métier en lui-même ou si c'était vraiment lié à moi-même. Je me suis vite rendu compte en changeant d'entreprise que, bah, c'était le métier en lui-même, en fait, qui ne correspondait plus. Mais je pensais que c'était que le métier, alors qu'au final, c'était le cadre en lui-même, à Ouais. un moment donné où je me suis sentie à l'étroit. Ouais. Et ça, bah, il m'a fallu quand même, 3 ans pour m'en rendre compte. Il m'a fallu 3 ans pour m'en rendre compte et bah, je m'en suis rendu compte par la force des choses parce que mon corps, il m'a dit: «Stop» à un moment donné. Parce que c'est vrai que et s'il y a bien une chose qui caractérise ma façon d'être, c'est que je suis quelqu'un qui m'investit à 200 dans ce que je fais. C'est-à-dire que quand je choisis de faire quelque chose, c'est soit je le fais pas du tout, j'en ai strictement rien à faire, soit, je m'y lance à 200. Et c'est vrai que cette tendance, en fait, au surinvestissement, bah, ça a un effet pervers, c'est qu'à un moment donné, tu écoutes pas forcément tes limites. Tu cherches à dépasser tes limites, en fait, à tout prix et puis, bah, à un moment donné, c'est le corps qui m'a dit: «Stop». Où, très clairement, j'ai fait un burn-out où je me suis retrouvée pendant plusieurs mois en arrêt, à très clairement, à plus savoir très clairement, perte de repères, perte de sens, où je me suis posé la question: «Mais qu'est-ce que je fais? Où je vais?» Donc j'ai commencé donc ça a été le point de départ pour moi, en fait, ce signal d'alarme, ça a été le point de départ, en fait, de ce qui m'a amenée à ce que je suis aujourd'hui et à entreprendre. Ouais. Donc ça a commencé vraiment par, j'ai commencé par faire un bilan de compétences. Donc je suis passée par un organisme, en fait, pour, faire le point sur ma carrière, sur tout ce que j'avais appris et ça, je le conseille vraiment, à toutes les personnes, en fait, qui sont en quête de sens. C'est vraiment de se poser, alors ça peut être par un organisme ou même soi-même, hein, de faire le tri, en fait, entre tout ce qu'on a appris et puis derrière, qu'est-ce que ça nous a apporté? Quelles sont les compétences qui peuvent être transférables à d'autres métiers? Parce que ça, on n'y pense pas forcément. Il y a énormément de compétences qu'on acquiert dans notre carrière qui peuvent être transférées à d'autres métiers. Effectivement. Beaucoup Donc de j'ai choses fait ça. intéressantes. Mmh. Beaucoup de choses intéressantes. Bilan de compétences, évidemment, faut le faire. Si vous avez vous un peu comme moi, tu vois, je suis un peu perdu. Je sais que je sais faire des choses, mais finalement, est-ce que ça sert à quelque chose? Tu vois, le truc, le moment où suspendu, où tout se passe et puis, tu as l'impression de le voir de loin et que tu plus forcément dedans. Alors, j'ai la chance, moi, de pas faire de burn-out, donc cool. Mais comment, toi, tu l'as senti arriver ce burn-out ou tu es vraiment tombé dedans comme ça, du jour au lendemain? Un matin, tu te lèves pas parce que tu as pas envie, parce que ton corps n'a plus envie de se lever ou tu l'as quand même senti venir? Avec le recul, je pense que les signes, je les avais, mais je les écoutais pas. Ouais et C'est-à-dire que, je commençais à accumuler de la fatigue qui se réglait pas, en fait, avec le repos mmh, et je pense que je l'ai pas écouté et c'est vrai que moi, ça a été assez brutal parce qu'un matin, je me suis levée,
où j'ai commencé à avoir des vertiges et tout, impossible de me lever et là, je me suis dit: «Non, là, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas» et puis c'est surtout, c'est le côté blackout où, à un moment donné, tu sais plus où tu perds complètement tes repères. Tu sais plus où tu en es, tu sais plus ce que tu dois faire. Enfin, c'est un effondrement, enfin, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance effectivement à surinterpréter, à mettre le burn-out à toutes les sauces, mais un véritable burn-out, c'est un effondrement de l'intérieur. Parce que tu perds tes repères, tu perds clairement tu ton corps qui te lâche Ouais. et même au niveau psychologique, comment dire? C'est trop noir. C'est-à-dire que tu arrives à un stade, en fait, où très clairement, tu sais plus quoi faire, tu sais plus, enfin, je dirais même à un moment donné, tu te poses la question, mais en fait, de ce que tu aimes vraiment, de ce que tu veux vraiment faire. Le burn-out, c'est vraiment un effondrement de l'intérieur Ouais. et ça, il y a des personnes qui peuvent mettre des mois, voire des années avant de remonter la pente. Moi, heureusement pour moi, ça m'a pris 3 mois. C'est-à-dire que j'ai été 3 mois en arrêt complet où j'ai dû prendre soin de moi. Ça m'a permis aussi de me reconnecter à mes passions d'enfant. Donc c'est-à-dire que j'ai recommencé la lecture, j'ai repris le sport de manière régulière, là où j'étais plus irrégulière ces dernières années. Disons que, ça a été le point de départ, en fait, à me reconnecter vraiment à qui je suis vraiment et ce que j'aime vraiment. Ouais. Et ça, je pense que pour les personnes qui subissent ça, parce que je pense qu'on il y a de plus en plus de franges de la population qui subissent en fait, un burn-out, déjà même en ayant les signes précurseurs sans le savoir, ce qui est une phase de déni aussi, hein. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, «Bon, je vais prendre 1 ou 2 semaines de repos et puis ça va passer». Mais non, très clairement, ton corps en fait t'oblige en fait à t'arrêter sur une certaine durée pour justement en fait, récupérer. Et c'est ça qui t'a déjà dit: «OK, le CDI doré, c'est plus fait pour moi», ou il y a aussi, d'autres éléments qui sont venus se greffer à ça pour vraiment compléter ta réflexion et de se dire: «OK, j'arrête le CDI, et je fais autre chose», ou tu avais mûri progressivement, l'envie de t'envoler et de créer ta propre structure? Bah, alors forcément, il y a eu des événements qui ont été plus ou moins douloureux, qui m'ont amené justement à avoir cette réflexion-là, parce que ça s'est enchaîné, hein. J'ai fait un burn-out, j'ai eu une rupture amoureuse. Derrière, derrière, c'est un petit peu le monde qui s'écroule, quoi. Tout Ouais. ce que tu avais construit, en fait, pendant des années qui s'écroule et c'est ce qui m'a amené justement, à faire ce travail de développement personnel. Parce qu'à un moment donné, quand tu sens, en fait, que tu as tendance à reproduire les mêmes schémas, parce que moi, c'est ce que j'ai observé, hein, en prenant de ce recul, en fait, pendant ces 3 mois d'arrêt. C'est que j'avais tendance justement à reproduire les mêmes schémas et moi, le but pour moi, justement, c'était qu'à un moment donné, j'ai dit: «Stop» et j'ai voulu sortir de ces schémas-là et ça a commencé par le développement personnel. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait en termes de développement perso, à lire, à regarder un petit peu et c'est comme ça que je suis arrivée par hasard, en fait, sur le coaching. Parce que forcément, à un moment donné, le coaching, je le dis souvent, c'est que, on est souvent attiré la discipline que les coachs choisissent, c'est souvent quelque chose que tu cherches à réparer chez toi. OK. Tu le conscientises pas forcément au départ, mais c'est souvent quelque chose que tu cherches à réparer chez toi et c'est pour ça qu'au début, je suis commencée par le coaching amoureux parce que j'essayais de comprendre, en fait, quels étaient les schémas, effectivement, que j'étais en train de reproduire qui m'empêchaient, effectivement, d'avancer à ce niveau-là et puis, bah, quand j'ai réussi effectivement à passer ce cap-là, bah, je suis passée à une autre discipline. C'est que je suis passée du à coacher des personnes au niveau amoureux. Après, j'ai coaché des personnes qui étaient en burn-out, donc qui sont passées en fait par cette épreuve en fait que j'ai vécue à un moment donné. Ouais. Ouais, ouais, effectivement, c'est dit comme ça, c'est pas bête. Je trouve ça hyper intéressant, ce raisonnement où on essaye de s'auto-corriger à travers le regard des autres. On apprend beaucoup des autres et en aidant les autres, on s'aide soi-même. C'est plutôt intéressant. Moi, j'avais lu également que, tu as alors c'est peut-être un peu plus tard, que tu avais eu un déclic, en écoutant, un préparateur mental en particulier, heu qui t'avait, mis en face de toi finalement le scénario du pire. Alors on avait déjà parlé ça avec Charlène Emry, ou le scénario du pire: «Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je fais ça?» Tu peux nous en dire un peu plus autour de ça? Parce que je trouve ça hyper intéressant à écouter. Bien sûr, alors pour refaire la genèse effectivement pour que les gens puissent suivre parce qu'effectivement je fais mon burn-out, je reviens 3 mois après au travail et en fait j'avais une certaine déconnexion avec les gens. C'est-à-dire que je suis revenue, je pense que ça m'a tellement transformée que, il y a certaines, œillères qui se sont un petit peu, Ouais, découvertes et je me suis rendu compte au final que, j'étais plus du tout alignée avec ce que je faisais.
l'environnement, en fait, dans lequel j'étais, en fait, j'ai senti, comme entre je me suis sentie à un moment donné, complètement déconnectée et j'ai cherché justement à travers le coaching, parce que c'est quelque chose qui m'a plu, hein, de me faire coacher et puis de découvrir, en fait, cette discipline-là. Comme quoi on pouvait aider les personnes, en fait, bah, simplement en ayant un jeu de questionnement et puis en accompagnant les gens comme ça sur une certaine durée. Et donc j'ai pris en fait cette formation en coaching, à l'époque avec Alexandre Cormou, qui est un love coach, qui vit aux États-Unis mais qui est français d'origine, qui m'a accompagnée effectivement sur un certain nombre de sujets. Donc j'ai pris sa formation, qui était en love coaching, mais qui formait surtout au coaching en lui-même. Parce qu'on avait quand même quelqu'un qui était coach ICF, mentor ICF, qui nous faisait des ateliers de formation. Et même dans les formateurs qu'il y avait, on avait à la fois quelqu'un qui faisait de la programmation neurolinguistique, quelqu'un qui faisait de la process communication. C'était assez complet, je trouve, en fait, en termes de base pour démarrer dans le coaching. Donc j'ai commencé à faire cette formation-là, en fait, en même temps que je continuais à bosser. Ouais. Et je pensais déjà justement à une reconversion. Alors au début, j'ai pensé, naturellement à tester le coaching en reconversion, parce que ça me semblait la suite naturelle par rapport effectivement à ce que j'avais fait. Donc je commence à coacher des gens gratuitement et puis après très tôt en fait, bah, je me suis dit: «Bah, tant qu'à faire, autant se lancer» et donc j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux et c'est là en fait où j'ai eu très vite en fait la première personne à coacher au niveau payant et là pour le coup, bah, qui dit que tu dois facturer quelqu'un, il faut que tu aies une structure. Ouais. Donc, bah, j'ai ouvert mon auto-entreprise comme ça, en plein mois d'août, enfin, en plein mois d'août, en catastrophe pour pouvoir justement facturer ma première personne, en coaching. Donc j'ai accompagné comme ça et puis je me suis rendu compte au final que, bah, plus tu publies sur les réseaux, plus tu peux attirer naturellement des personnes en coaching. Puis, j'ai vu en fait que, il y avait un marché et que très clairement, c'est quelque chose dont je pouvais potentiellement vivre. Mais après, tu as toujours ces petits freins à un moment donné qui reviennent où tu te dis: «Mais, tu prends un risque, tu prends potentiellement un risque, qu'est-ce qui enfin, quel est le marché?» Tu pars complètement, en fait, dans l'incertitude parce que tu passes d'un moment où tu touches une paye tous les mois, où tu es en CDI et tout, tu as la sécurité, à quelque chose qui est complètement incertain où tu dois, composer avec l'incertitude et je pense que c'est ça aussi qu'il est important de rappeler, en fait, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on doit composer, en fait, avec une part d'incertitude. Quand tu vends un produit ou un service, tu même si tu vises, en fait, un marché cible, tu estimes, en fait, les quantités ou le nombre de personnes que tu vas accompagner ou les services que tu vas vendre, les produits que tu vas vendre, mais tu n'as pas de certitude, en fait, sur la quantité Ouais. et ça derrière, en fait, pour un enfin, pour quelqu'un qui a toujours été salarié, qui a toujours vécu dans un cadre, sortir de ce cadre, en fait, c'est quelque chose qui peut faire peur. Où tu te dis, enfin, je pense que tu as aussi le syndrome de l'imposteur aussi qui sort à un moment donné où tu te dis: «Mais attends, je suis qui pour, pour aller faire ça? Je débute à peine», tu as une part d'illégitimité qui ressort, qui t'amène justement à avoir ce frein au départ, quand tu veux te lancer et cette interview de Léon Marchand, parce que c'est l'interview de Léon Marchand qui a été vraiment le déclencheur chez moi, c'était, on lui demandait en fait, comment il s'était préparé aux Jeux olympiques et il avait parlé justement de sa préparation mentale et à un moment donné, cette question-là, en fait, qui se pose, qui est: «Qu'est-ce qui se passe si j'échoue?» Et il avait répondu en disant que, bah, de toute façon, ma famille ça va rien il va rien se passer du tout. Ma famille sera toujours là pour moi, j'aurai toujours mes proches autour de moi. Bah, certes, effectivement, j'aurais pas gagné les JO, mais derrière, rien ne m'empêchera de gagner quelque chose au prochain. Enfin, en soi, il y a p enfin, c'est pas une fin en soi. Ouais. Et moi, ça m'a amené justement à me poser la question à moi-même en me disant: «Bah, qu'est-ce qui se passe si j'entreprends aujourd'hui? Si je me lance à 100 et au final, bah, je me suis dépeint le scénario du pire, donc c'est-à-dire de dire, bah, en gros, tu plus de revenus, tu plus d'appart et tout. Mais ça, c'est vraiment le pire. Mais en soi, avant que tu arrives en fait à cette situation-là, très clairement, tu as acquis 19 ans d'expérience dans l'immobilier, tu as des compétences transférables d'un métier à l'autre. Dans le pire des cas, quoi qu'il arrive, si ça fonctionne pas, tu pourras toujours reprendre un taf. C'est pas une fin en soi. Moi, je considère pas ça comme un échec, justement, de te dire que, potentiellement, bah, si tu échoues, tu peux repasser, en fait, par la case salariée. Même si très clairement, aujourd'hui, je ne l'envisage pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est inconcevable pour moi, en fait, de repartir dans une structure salariée en ayant entrepris aujourd'hui.
Mmh. Et je suis plus dans l'optique de me dire: «Je relancerai un autre business» que de me dire: «Je reprendrai un emploi salarié». Ouais. Et c'est justement ce questionnement-là qui amène justement à s'interroger, en fait, sur le sens qu'on porte, en fait, aux choses et l'importance qu'on porte, en fait, à nos actions. Ouais, il y a un truc hyper intéressant. Enfin, tu vois, au départ, tu nous dis faire un bilan de compétences, voir ses forces transverses, et ça, c'est ce que tu me dis au début de l'épisode. Et puis là, tu viens avec la visualisation de l'échec, le scénario du pire, où justement, ce que tu as appris grâce à ton bilan de compétences, c'est que potentiellement, même si ça se passe mal, tout ce que tu avais acquis auparavant, tu peux soit l'utiliser dans ton nouveau métier que tu as créé, soit au pire du pire, le transférer dans une activité à nouveau CDI. En fait, ton plan B, finalement, c'est même pas un plan B, c'est une continuité de si ça s'arrête, si le trait d'union marche pas, bah, tu vas pouvoir quand même continuer à évoluer, à grandir. Et puis, au pire quoi, comme dirait Magali, premier épisode de Renacast, au pire quoi, ben, au pire, j'aurais essayé. Et du coup, je trouve ça génial. Moi, ce qui me ferait peur, particulièrement, quitter un salariat et passer en entrepreneur, c'est me dire, ok, j'ai plus d'argent, enfin, je gagne pas la même chose aujourd'hui, peut-être le temps de lancer, hein, les premiers temps, c'est, tu vois, cette gestion de l'euphorie du début, tu lances tout, tu vois, tu fais tes statuts, tu imagines des tonnes de trucs, des missions, des machins, et puis à un moment, il y a ce temps creux là, tu sais, où t'as personne, où tu te dis, mais alors, pourquoi les gens ne tapent pas à ma porte? Pourquoi il n'y a pas une file d'attente de 300 personnes qui veulent travailler avec moi? Comment tu gères ce moment-là, en imaginant évidemment que tu as le scénario du pire derrière toi, hein, qui t'accompagne? Comment tu gères ce moment de creux où potentiellement tu as envie de tout lâcher? Bah, alors moi, je l'ai pas vraiment ressenti, pour être tout à fait honnête, parce que, en même temps que j'ai fait du coaching, j'ai une première mission en consulting long terme qui s'est présentée. C'était une opportunité, en fait, avec quelqu'un que je connaissais, de ma première entreprise, qui a eu un besoin effectivement d'accompagnement au niveau RH, au niveau administratif, enfin, vraiment de structuration au niveau de son entreprise parce qu'il était en train de son entreprise était en train de grandir. Où là, pour le coup, ça a été une opportunité super intéressante pour moi. Je me suis dit: «Bah, vas-y, go». Et donc c'est vrai qu'au début, j'avais commencé par le consulting et puis petit à petit, en fait, j'ai bifurqué vers le consulting. Ouais. Donc ce qui fait qu'au final, je me suis retrouvée, en fait, dans cette espèce de phase transitoire où tu passes, en fait, d'une activité salariée à, un client, en fait, avec lequel tu pars sur une mission longue. Mmh. Parce que mine de rien, c'est quand même, une mission qui a duré 1 an. Oui. Qui a duré un petit peu plus d'1 an. Donc en soi, ça donne aussi une certaine «sécurité» entre guillemets, de te dire en fait que tu as un revenu récurrent. Après même si c'est pas forcément effectivement, d au même niveau que ce que tu peux gagner en étant salarié. Mais derrière en fait, ça m'a permis moi aussi d'aller chercher aussi du revenu annexe en faisant du coaching parce que, j'ai coaché effectivement au tout départ en fait, au niveau amoureux, au niveau burn-out. Mais après progressivement et c'est là où tu vois que ça suit vraiment mon évolution, So professionnelle. J'ai commencé à être approchée par des entrepreneurs qui souhaitaient monter leur business. Alors que tu te dis, la nana qui venait à peine en fait de monter elle sa structure, bah, ça a quand même inspiré des gens en fait mon parcours pour se dire: «Bah, je suis prête à me faire accompagner parce que je vois effectivement qu'elle est au point B et moi je suis au point A». Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire: «Bah, parce que je suis au point B, en fait, je suis peut-être pas légitime pour accompagner la personne qui est au point A», alors que si. Parce que les étapes, en fait, que les personnes passent, enfin, nous, on est déjà passé par cette étape-là. Enfin, j'adore l'idée de, on peut accompagner le point A si on est au point B, on peut accompagner le point C si on est au point C, on peut accompagner le A et le B. Donc ton expertise, ton expérience que tu acquiers au fur et à mesure de ton évolution personnelle, professionnelle et personnelle, hein, du coup, puisque il faut que toi tu sois à fond dedans, te permet d'aller chercher de nouveaux clients. Moi, je trouve ça génial. Alors, du coup, question, comment tu fais pour aller chercher tes clients, les points A, ceux qui sont encore un cran en dessous, et comment est-ce que tu as fait comme plein de monde du Facebook Ads, ou tu as tapé aux portes? Comment on trouve enfin, ses premiers clients au-delà même du client que tu as eu, qui était dans ton premier cercle finalement, celui qui t'a pérennisé un petit peu dès le départ. Comment tu fais pour trouver les autres? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que c'est de la publicité dans le Bon Coin, ou je sais pas quoi, un journal papier? En fait, je ne prospecte pas. Je pense que c'est ça aussi derrière qui va perturber les gens, c'est que je ne prospecte pas. J'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux
Et du fait, je pense aussi que, je garde le contact, en fait, avec un certain nombre de personnes et puis je parle beaucoup autour de moi. Enfin, c'est jusqu'à la boulangère du coin, enfin, je m'arrête pas simplement à acheter ma baguette. C'est-à-dire que je m'intéresse naturellement aux personnes, à leur parcours et un truc te ça me rappelle une anecdote comme ça que j'ai eue avec un opticien, un de mes opticiens, qui, enfin, je venais changer mes lunettes, alors que ça faisait, je crois, quelques mois que je venais d'entreprendre et puis on parlait effectivement justement d'entrepreneuriat où, je lui exprimais mon besoin et à un moment donné, lui, il était en train de se lancer. Justement, où il était en train de quitter sa structure, il allait ouvrir, son propre cabinet d'optique et derrière, bah, je lui dis: «Bah», donc je lui expliquais effectivement mon travail de reconversion et tout et ça crée du lien. En fait, c'est ça, je pense que d'aborder les personnes de manière, complètement désintéressée, de s'intéresser aux gens, bah, c'est aussi créateur d'opportunités et c'est vrai qu'on a tendance à, je pense quand on entreprend, à se focus en fait sur nos clients cibles, mais on a tendance aussi à oublier que notre environnement proche, plus ou moins proche, ou même les personnes qu'on peut croiser dans notre quotidien, ça peut être des prescripteurs. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que soit ça a été des personnes que j'ai connues de près ou de loin dans mon environnement, que ce soit, mon cercle proche ou même mon cercle professionnel, ou même des personnes que j'ai pu croiser comme ça au détour d'une conversation ou dans un train. Enfin, c'est, les personnes qui me sont venues en fait en consulting ou en coaching, ça a été vraiment des personnes en fait que j'ai vraiment croisées en fait, de loin. Et je sais que, le fait que je publie régulièrement sur les réseaux sociaux depuis que j'ai démarré, parce que c'est vrai que, ma société, je l'ai ouvert en août 2024 et je suis passée à 100 entrepreneur au mois de février 2025 et depuis février 2025, je publie de manière très régulière sur les réseaux sociaux. En moyenne, je crois que je suis à minimum 3 jours 3 fois par semaine de publication, Quand même. depuis que j'ai démarré. Ouais, ça en Donc fait pas mal. je suis hyper régulière dans mes publications, ce qui fait qu'au début, je publiais quasiment tous les jours et après progressivement, justement, je suis arrivée à un rythme, en fait, que je peux tenir qui est 3 fois par semaine et les gens ont l'impression que je publie énormément. Parce Ah qu'à c'est chaque fois, quand je rencontre des personnes, on me dit: «Mais, tu es omniprésente sur LinkedIn, on te voit partout». Mais je leur dis: «Mais je publie 3 fois par semaine». C'est ça, il faut s'en rendre compte, je publie 3 fois par semaine. Mais après, c'est vrai que là, je me suis rendu compte, en fait, de l'impact de LinkedIn aussi quand j'ai eu mes premiers clients en inbound. Donc en inbound, pour vulgariser la chose, c'est des clients qui viennent, en fait, directement à soi, sans prospection. Et quand j'ai eu mes premiers clients via LinkedIn, c'est là que je me suis rendu compte au final, mais, plus tu es visible, plus tu te rends visible, en fait, auprès de ton audience cible et plus potentiellement, en fait, tu crées du business. Après, pour moi, en fait, le business, il se crée pas qu'en ligne. Ça se crée aussi derrière à travers le réseautage, donc soit j'ai participé à beaucoup d'événements depuis que j'ai commencé, donc des événements en fait, soit dans l'immobilier, soit des événements d'entrepreneurs, soit intégrer aussi également des clubs d'entrepreneurs, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau, au niveau des compétences que je cherchais à acquérir pendant que j'entreprenais. Donc je pense que c'est ça, c'est tout ce mix-là, en fait, qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai pas de besoin de prospecter pour trouver des clients. Ah c'est génial. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas, je pense que c'est quelque chose, en fait, à un moment donné, c'est une ressource qui va se tarir. Parce que bien sûr, une fois que tu as épuisé ton cercle proche, à un moment donné, il va falloir aller les chercher ces clients. Et les recommandations, c'est peut-être, à ce moment-là que, ton travail, va payer encore un peu plus puisque, ceux que tu as accompagnés vont peut-être parler de toi et t'amener de nouveaux clients, par la suite. Aujourd'hui, tu les refuses? Tu refuses ou tu encore pas le loisir de refuser les clients? Ça m'est déjà arrivé de refuser des clients. Par rapport à quoi? Au Là, temps c'était ou par rapport alors à l'énergie, du client ou sa c'est façon de penser? c'est surtout l'énergie du client parce que Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'accompagne des sociétés qui cherchent à atteindre une certaine croissance OK. et c'est vrai que moi, ma promesse de vente, c'est de les aider à devenir la référence premium de leur marché. Qui dit référence premium dit que tu dois atteindre en fait un certain niveau de service ou un certain niveau au niveau de ton produit qui va en fait, dénoter une certaine qualité de service ou une qualité de produit et pour moi, en fait, pour atteindre en fait ce niveau-là, ça impose pour une entreprise d'aller auditer en fait tout ce qui se passe en fait. C'est-à-dire de la production en elle-même, donc des équipes, Mmh. comment les équipes elles délivrent le service, jusqu'à la manière dont tu communiques, dont tu marketes effectivement ton produit ou ton service
Et c'est vrai que dès que je sens en fait qu'une entreprise, en fait, elle ne sait pas vraiment encore où elle va, parce que, c'est ce qui s'est passé avec les dernières entreprises que j'ai pu refuser. C'est-à-dire que, je ne voyais pas, enfin, c'était déjà pas clair pour eux, en fait, la direction qu'ils voulaient amener au niveau de leur entreprise. Ouais, Déjà, quand tu es pas en capacité, en fait, de déterminer quelles sont tes valeurs, quels sont, quel est ton objectif, très concrètement, en fait, dans un plan pluriannuel. Parce que pour moi, une entreprise, en fait, qui sait où elle va, elle est en capacité de te dire où j'ai envie d'être dans 10 ans, où j'ai envie d'être dans 5 ans, où j'ai envie d'être dans 6 mois. C'est-à-dire d'avoir une feuille de route qui soit claire et après le reste, en fait, c'est juste une succession d'actions que tu vas mener pour atteindre ces objectifs-là. Et quand je sens que c'est pas effectivement. clair, bah, très clairement, moi, je ne peux pas accompagner une entreprise qui ne sait pas où elle va. Ouais. OK OK, j'adore. Ah, je vais résumer un petit peu ce que j'ai compris. Tu ne ré enfin, tu fais du réseautage hyper important. C'est ce qui te permet, d'agrandir ton premier cercle du coup. C'est, discuter avec la boulangère, du bas de la rue, l'opticien et ainsi de suite. Enfin, toutes les personnes finalement que tu croises. Tu leur dis qui tu es, ce que tu es. Alors, moi, j'ai un peu de mal à faire ça parce que je me dis que ça intéresse jamais personne en fait. Du coup, est-ce qu'il faut, il faut avoir un peu de culot pour parler de sa vie? Est-ce qu'il faut, il faut se dire, mettre un masque différent à ce moment-là, se cacher derrière ce masque pour avancer. Et il y a un truc que tu peux me donner à moi qui ai peur de réseauter, qui ai peur de... Alors c'est pas forcément moi maintenant, mais j'ai grandi. Hein. Mais pour ceux qui ont encore des difficultés à parler de leur métier parce que ils se sentent peut-être pas encore légitimes, ils sont qu'au point B de leur histoire. Euh, Est-ce qu'il y a un truc qui peut me révéler à un moment donné de la journée avec des personnalités que je ne connais pas forcément? C'est l'intelligence relationnelle. Justement, on en parlait tout à l'heure, Ouais. c'est l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire que tu ne vas jamais parler de toi en premier quand tu abordes quelqu'un. Mmh. Je pense que c'est une règle d'or, en fait, quand tu veux, en fait, créer du lien avec quelqu'un, c'est tu parles pas de toi, tu cherches déjà à découvrir qui est la personne et après, c'est en fonction de ce que la personne te répond et de ce qu'elle te livre, que là, en fait, derrière, toi, tu commences effectivement à amener un peu de toi. Mais c'est quelque chose qui vient naturellement quand tu échanges, en fait, avec quelqu'un et que tu as un échange, en fait, qui est désintéressé. C'est-à-dire que c'est là où c'est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vendu des solutions à des entreprises alors que je cherchais pas forcément à vendre, en fait, quand, je les ai abordés, quand ils m'ont abordé. Ouais, et c'est intéressant, hyper C'est-à-dire que intéressant. même quand je fais un call, en fait, de qualification ou un 1er call, en fait, de prise de contact, je ne cherche pas à vendre mes solutions. J'écoute d'abord surtout en premier en fait, quel est le besoin? Et c'est après, en fait, derrière où je réfléchis, en fait, à la manière dont je peux aider la personne. Mmh. Que ce soit, en fait, à travers un service ou simplement à mettre en relation avec la personne avec le bon interlocuteur, si je suis pas en capacité d'y répondre. Ouais, excellent. C'est, finalement donner pour recevoir, tu donnes et puis, ben, forcément par mimétisme, les gens vont aussi donner, les ton interlocuteur va aussi donner. Alors ch à sa façon, toi, c'est pour, devenir client. Toi, tu donnes au départ, de ton temps, de ton énergie, de ton expertise et puis finalement, ils viennent à toi, tout seuls. J'aime l'idée de ne pas vendre, de vendre sans vendre. Je trouve ça génial parce que c'est plus sain, je pense. En tout cas, on n'essaye pas de pousser les choses. Je trouve ça très bien. Je prends donc l'intelligence émotionnelle, parler, faire parler les autres d'eux plutôt que de soi. De toute façon, on aime bien parler de soi, donc laissez-les parler, posez-leur des questions, vous allez voir, ils vont vous kiffer. Je trouve ça vraiment un super conseil à prendre. Alors, j'ai un peu de mal à suivre. Ah, non, c'est pas vrai. J'ai un peu de mal à suivre quand même. Donc, aujourd'hui, tu n'es plus coach, tu n'es plus coach Alors, émotionnel. je fais encore du coaching, en fait, surtout pour des personnes qui entreprennent. Ok. Donc j'ai encore quelques clients en coaching, quelques clients entrepreneurs que j'accompagne. Mais là, c'est vrai que surtout aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les entreprises et je fais pas mal de consulting. Ouais. C'est-à-dire que, là, dans les clients que j'ai alors c'est ça qui est assez comique, c'est que j'avais centré sur l'immobilier. Mhm. Donc c'est-à-dire que je suis revenue à un moment donné dans l'immobilier, quand j'ai commencé le consulting parce que ça a été une question d'opportunité. Mais aujourd'hui, je suis plus dans une phase, en fait, où ça commence à s'élargir. C'est-à-dire que là, les derniers clients que j'ai pris, c'est des sociétés, en fait, qui sont connexes à l'immobilier, qui cherchent à vendre des solutions à l'immobilier, mais qui sont connexes à l'immobilier. Ouais.
Donc du coup, Donc je sais que tu grandi au fur et à mesure ton expertise. Tu penses que tu maîtrisais déjà parfaitement et tu l'adaptes à une autre cible de clients. Pourtant, donc tout ce que tu as appris finalement te sert énormément aujourd'hui puisque s'ils ciblent l'immobilier, ben, forcément 19 ans d'immobilier derrière toi, ça aide à comprendre comment, ton nouveau client va pouvoir aborder, toutes les sociétés immobilières qui pourraient échanger. Donc ça, c'est intéressant. Encore une fois, ce qu'on apprend, il y a rien d'anodin. Tout ce qu'on peut apprendre, ça va servir un jour ou l'autre. Je le ramène souvent à les écoles. J'ai des alternants près de moi. Je leur dis, oui, l'école, tu n'aimes pas. Je comprends. Je n'ai jamais aimé l'école. Mais par contre, savoir compter, c'est un minimum. Parce que aujourd'hui, tu sais peut-être pas à quoi ça sert, mais demain, tu sais, je parlais surtout du produit en croix. C'est mmh, une histoire bête. J'ai fait aujourd'hui ça sert à rien, on est d'accord. Tu vas pas faire un produit en croix pour jouer à Fortnite ou un truc comme ça. Par contre, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, tu vas dire: «Oh là là, si j'avais su, j'aurais appris le produit en croix», très simplement et je trouve ça hyper tu intéressant. rigoles. Ça me fait sourire parce que je vais te donner une anecdote qui est très drôle, c'est que je détestais les maths. J'étais réfractaire aux maths, pendant quand j'étais à l'école. Normal, C'est-à-dire que je crois que j'ai eu une note mais pourrie, j'ai fait L en fait parce que, carrément. j'étais plus littéraire qu'autre chose et je crois que j'ai eu une note, je crois que j'ai dû avoir 9 en fait en enseignement scientifique alors que c'est les maths les plus simples au en L. Mmh. Mais au final, chose très comique, c'est qu'aujourd'hui, j'ai jamais été aussi bonne pour analyser les chiffres. Donc je pense aussi que, dans la manière dont on apprend les chiffres à l'école, c'est aussi, derrière en fait, l'appliquer à quelque chose de concret et qui fait sens pour toi. Et c'est vrai que moi de l'avoir appliqué à l'immobilier, donc de gérer des budgets, de créer des business plans, de faire des indexations de loyer, tout ça, c'est des calculs qui sont entre guillemets «très simples». Pareil aussi quand j'étais en comité d'entreprise, d'analyser les bilans d'une société, la trajectoire d'une société, parce que mine de rien, je fais du consulting aujourd'hui, mais au final, je me suis rendu compte avec le temps que, toutes les compétences que je mets aujourd'hui en consulting, c'est des choses que j'ai déjà appris en fait, soit dans ma carrière, soit à travers mes expériences passées personnelles. Mmh. Et ça, on a tendance à l'oublier, c'est que je reviens dessus, c'est qu'on a énormément de compétences auxquelles on ne pense pas, qui sont transférables en fait d'un métier à l'autre. Et je vois au final ce qui veut dire que quand j'ai commencé à entreprendre, je partais pas en fait de zéro en soi. Même si je découvrais l'entrepreneuriat, enfin, quand tu as géré en fait des fonds pour le compte de tiers, derrière en fait tu sais établir un business plan, tu sais lire, quand tu as été en comité d'entreprise et que tu fais l'examen annuel des comptes, tu sais en fait comprendre en fait le bilan d'une entreprise et la trajectoire d'une entreprise. Donc tout ça au final, c'est des choses que j'avais déjà en moi, que j'ai simplement transposées à l'entrepreneuriat. Ouais. Ouais, mais évidemment. Maintenant, c'est évident, mais au début, peut-être pas. Mais je trouve ça Non. intéressant, en tout cas, de se poser les questions, de se dire à quoi peut me servir tout ce que je vais apprendre aujourd'hui. Plus tard, aujourd'hui, je sais peut-être pas, mais demain, pourquoi pas. D'ailleurs, en parlant de chiffres, moi, j'aime bien les chiffres. Je suis pas très bon en maths, mais j'adore les chiffres, j'adore l'argent. Je trouve ça hyper intéressant de jouer avec. Comment on fait dans le coaching ou dans le consulting pour dresser une grille tarif, enfin une grille. Tu n'as peut-être même pas une grille tarifaire, mais un tarif sur un accompagnement. Parce que au départ, ben, tu commences, encore une fois, je reprends ton expression, tu es au point B. Ouais, au point B, ça vaut combien finalement? Est-ce que tu t'arrêtes en te disant, bon, alors je vais travailler 3 heures, moi j'aimerais gagner X euros par heure, donc je vais faire fois 2, enfin ainsi de suite. Ou tu as une grille, tu t'es vraiment posé un temps pour savoir exactement le prix juste qu'il fallait. C'est la question que beaucoup de monde me pose. OK, je me lance, mais comment je facture? Combien je facture? Et à qui? Comment? Enfin, est-ce que je l'affiche sur mon site web? Est-ce que je l'affiche pas sur mon site web? Enfin, plein de questions autour de l'argent, quoi, finalement. Ouais. Alors, c'est vrai que moi j'ai une pratique différente entre le coaching et le consulting. C'est-à-dire que, le coaching, en fait, je me rappelle quand j'avais démarré, j'étais, je crois, à 50 € la séance, mais parce que je J'ai débutais. Ouais, Parce que je débutais. Après et puis c'est surtout que ma clientèle cible, c'était du B2C. Donc c'était pas forcément des personnes, en fait, qui ont les moyens de mettre, 200 €, 250 € la séance, dans du coaching. Donc je pense que déjà, la première chose à se poser en tant qu'entrepreneur, c'est: «Quelle est ma clientèle cible?» Et à partir de cette clientèle cible, c'est surtout de se dire: «Quelle est la valeur du service que je propose?» et jusqu'à combien, en fait, les personnes, elles sont prêtes à mettre, à investir pour ce service. Ça, c'est pour le B2C. Pour le B2B, j'ai pas tout à fait le même raisonnement parce que je raisonne au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise et de ce qu'elle est, par rapport à ses objectifs, du gain potentiel qu'elle pourrait avoir avec mon accompagnement. Donc je raisonne pas, en fait, tout à fait de la même manière et j'adapte aussi en fonction du service qui est demandé.
de l'étendue de la taille de l'entreprise. Parce que mine de rien, une entreprise en fait qui a 10 salariés ou 5 salariés ne va pas me demander le même temps qu'une entreprise qui a déjà des centaines de salariés. Donc et ils ont pas aussi les mêmes moyens financiers et les mêmes objectifs. Parce qu'une entreprise qui a 10 salariés, très généralement, elle veut pas faire x10 en fait, sur les 2 années qui viennent. Ouais. C'est des objectifs qui sont plus réalistes. Donc c'est vrai que moi, j'adapte aussi beaucoup par rapport à mon audience cible. Et il y a aussi une chose aussi qui est importante, à traiter, c'est aussi l'étude de marché. C'est d'essayer de se renseigner, même jusqu'à aller faire le client mystère pour aller comprendre, en fait, quel est le tarif appliqué sur son marché. Ouais. Le client mystère, ça marche très bien, hein, pour comprendre en tout cas les tarifs appliqués. Je prends tout ça, donc ça dépend de pas mal de choses. Il y a pas un prix, particulièrement fixe, Non, ça va s'adapter et ça s'adapte et tant mieux parce que comme tu le dis, si tu vends, 30 000 € un accompagnement pour une structure avec, 100 employés et puis une progression, sur une année à x10, une TPE va peut-être pas avoir le même budget pour ce pôle-là, en tout cas aujourd'hui, et surtout pas les mêmes ambitions, c'est ce que tu nous dis. Hyper intéressant, je prends. Donc, aller scruter le CA de l'entreprise avant, c'est ça? Quand ils te contactent, tu checkes. oui, ah oui, moi je me renseigne effectivement sur la structure de l'entreprise, le nombre de salariés. J'essaie d'évaluer aussi quelle est la rentabilité actuelle de l'entreprise, pour justement, évaluer combien ils sont prêts à mettre dans nos services. Ouais. Et c'est quoi que tu cherches? Le CA, le bénéfice, il y a un chiffre en particulier que tu checkes ou sa progression déjà? Puisqu'on le voit, les entreprises sont obligées de C'est donner tout tout, ça. c'est un Ouais, ensemble en c'est un fait. ensemble. Le CA, c'est un indicateur, mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est, de faire le ratio entre le chiffre d'affaires et le nombre de salariés. OK. Ça, c'est souvent un indicateur qui est intéressant, à regarder, quand on veut évaluer la santé d'une entreprise. Le bénéfice net aussi, parce que mine de rien, tu as le chiffre d'affaires, mais, Oui. il faut aussi déduire toutes les charges en fait qui sont associées effectivement, à l'activité. Ouais, Donc tu cool. as plusieurs indicateurs comme ça au niveau du bilan d'une entreprise qui te permettent de connaître vraiment la santé réelle d'une entreprise. Et moi, je me base dessus justement pour me dire: «Bah, OK, ils en sont à tel stade de leur activité. Ils ont fait, par exemple, une croissance, je sais pas, de 10 en fait, sur ces 3 dernières années». Bah, tu sais pertinemment que par rapport à leur trajectoire qu'ils ont, ils sont en capacité, en fait, de mettre tant de pourcentage, en fait, par exemple, dans leur communication ou dans un audit. Mmh. OK. Bonne astuce encore une fois, bon plan. J'espère que ça aidera ceux qui se posent les questions autour, du chiffrement de leurs tarifs, ça peut être hyper intéressant. Si on revient Mais c'est direct. pas facile, hein. Ah non, mais c'est pas simple, non, moi je C'est clairement. et je sais que moi, au départ, je sais que j'avais tendance à me sous-évaluer. Ça aussi, c'est un piège effectivement quand on entreprend, c'est de sous-estimer, en fait, la valeur de son service. Ouais, effectivement, mais, est-ce que quand on estime le prix, on se dit pas: «C'est moi je serais capable de payer ce prix-là et pas plus»? Quand tu dis que c'est 50 balles un accompagnement, coaching, toi, tu serais peut-être pas prêt, individuellement à payer plus pour, ce type de coaching-là? Bah, c'est là où je pense que c'est le piège justement de partir de soi Ouais. pour évaluer ses tarifs. Parce Mmh. que, la valeur de l'argent, en fait, elle est propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui auraient aucune difficulté, en fait, à mettre 3 000 € dans un accompagnement, à investir 3 000 € dans un accompagnement si elles voient, en fait, que la valeur, en fait, que ça va leur apporter va être supérieure. Et l'enjeu justement pour, un coach ou un consultant, peu importe, quelqu'un qui entreprend, c'est d'arriver en fait à capter en fait quelle est la valeur du service que tu vends Ouais. et justement de partir de la valeur du service en fait pour derrière en fait aller vendre ton accompagnement. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des personnes qui sont capables de payer 10 000 € un accompagnement. Oui, bien sûr. C'est pas la même clientèle. Ça et on revient effectivement, à la base, c'est quelle est ton audience, quelle est ta clientèle cible? Avec qui tu as envie de travailler? Mmh. Ex exact, j'adore. Donc, tu n'es pas ton client et c'est ça qui est intéressant. Ton client est totalement différent de toi, donc, bien s'adapter à chaque, enfin, à chaque personne que tu as en face de toi, à chaque entreprise, donc ça, c'est top. Alors, avec ça, toi, tu as beaucoup enfin, on a l'impression, là, ça me donne l'impression que tu as quand même beaucoup de casquettes, beaucoup d'éléments que tu arrives à assembler en un seul. Une casquette, ça devient un chapeau, tu vois? Elles sont toutes les les unes sur les autres, ça devient un chapeau, c'est sympa aussi. Hem, Tu parles pas mal d'intelligence émotionnelle également, de PNL, de choses comme ça. Est-ce que tu l'as amené également dans ton coaching? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses être important quand tu, travailles avec, une structure, pour, les accompagner jusqu'au bout? Ou c'est un petit truc à toi en plus, à côté, que tu aimes faire en hobby, tous les jours?
Pour moi, en fait, ça fait partie intégrante, en fait, de mon accompagnement parce que pour moi, on peut pas détacher la performance de l'humain. Même si, pour avoir travaillé dans l'immobilier, on a souvent tendance à s'intéresser aux chiffres, il y a quand même toute une partie, en fait, d'intelligence relationnelle qui est essentielle, dans la croissance d'une entreprise. Parce que tu auras beau, en fait, justement, j'ai fait un article, pas plus tard qu'hier sur la perception, enfin, du moins sur le niveau de service premium où pour moi, en fait, ça doit se décliner dans toutes, les strates de l'entreprise. C'est-à-dire que tu as beau, en fait, investir dans un super marketing, un superbe site internet avec un beau logo, si derrière, en fait, la valeur du service que tu vends, elle est pas délivrée, en fait, en interne par les équipes, bah, forcément ta réputation, elle a vite fait de péricliter. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, en fait, c'est un tout. C'est-à-dire que la création de valeur dans une entreprise, elle se fait, en fait, sur toute la chaîne, en fait, de l'entreprise. Et pour moi, chaque service, en fait, a son rôle, a son importance et le plus important, c'est d'assurer la cohérence entre tout ça pour justement amener effectivement une entreprise vers sa croissance. Ouais, effectivement, hyper intéressant également. En fouillant, au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombé aussi sur un process que tu utilises pour, c'est pour ça que dès le départ, je dis que tu es chirurgienne, de l'entrepreneuriat, parce que j'ai vu que tu utilisais aussi l'intelligence économique, parce que tu allais fouiller sur, l'INPI, pour auditer tes business. C'est quoi le secret en fait, que tu as à travers ça pour cette intelligence économique? Alors je raisonne en système. Je pense que c'est, une particularité effectivement de qui je suis, c'est que je raisonne en système. C'est-à-dire que quand quelqu'un me pitch une problématique, je m'attache pas en fait uniquement à ce que la personne me dit. C'est-à-dire que, bon la PNL effectivement m'a permis de confirmer un certain nombre de choses, et puis de comment dire? De Verbal. d'assurer, effectivement un socle commun. Mais j'ai aussi appris le langage non verbal, donc j'avais déjà fait des formations en langage non verbal avant de faire de la programmation neurolinguistique. Puis j'observe les gens en fait depuis toute petite. Donc en soi, en fait, tous ces apprentissages-là que j'ai fait en fait il y a ces 3 dernières années, ça a été en fait simplement en fait la consolidation de compétences que moi j'avais déjà. Et l'aspect financier, bah, comme je l'ai touché effectivement une bonne partie de ma carrière, pour moi en fait les 2 sont liés. Et pourquoi en fait, quand, je cherche en fait à comprendre une entreprise, à comprendre un système, à comprendre un marché, j'ai tendance en fait à aller, fouiller. Et justement, c'est au cours de mes fouilles qu'à un moment donné, justement, je tombe en fait sur des choses en fait qui sont peut-être pas forcément immédiatement visibles, mais qui donnent en fait, alors, si je devais expliquer vraiment la chose, c'est que pour moi, en fait, l'entreprise a une histoire et la stratégie d'une entreprise, pour moi, elle peut se lire à travers ce qui est visible sur les réseaux. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit effectivement, dans ce qui est disponible en termes de données financières. Donc d'aller fouiller, en fait, et de mettre en cohérence, en fait, les 2, ça permet vraiment de tracer, en fait, la trajectoire d'une entreprise sur son marché. Et à travers mes audits stratégiques, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je prends en fait, l'entreprise avec ses objectifs qu'elle me donne et après plutôt en fait que de rester attaché aux objectifs de l'entreprise, je vais aller voir en fait comment elle se positionne sur son marché. Et pour voir comment une entreprise elle se positionne sur son marché, bah, faut comprendre en fait le marché. Et la compréhension du marché, elle passe par ce que l'entreprise elle montre, mais également parce que l'entreprise en fait elle projette. Mmh. Et l'INPI, pour en venir à ça, pourquoi en fait je regarde sur l'INPI ce qui se passe? Parce que bien souvent, une entreprise et je vais te donner un exemple concret, là, j'ai accompagné un organisme de formation dernièrement, pour qui se repositionne sur le marché et il y a un de ses concurrents où quand je suis allée sur l'INPI, j'ai vu qu'ils avaient déposé une marque liée à l'intelligence artificielle. Mais il y avait pas encore, par rapport à ce que j'avais vu précédemment, il y avait pas encore de produits associés, OK. publics. Donc quand tu vois ça et après quand j'ai continué à creuser, donc je suis partie sur la communication, en fait, externe de l'entreprise, mais je m'arrête pas, en fait, uniquement à la page entreprise. Mmh. C'est-à-dire que je vais fouiller chez les personnes qui travaillent dans l'entreprise, comment elles communiquent et je suis tombée, en fait, je crois, sur un directeur commercial qui a commencé à créer toute une série d'articles en même temps que, le dépôt de marque à l'INPI. Ouais, c'est Donc intéressant, hein? C'est intéressant. c'est quand je dis que je suis chirurgienne de la performance, c'est parce que je vais dans ce niveau de détail-là pour aller comprendre, en fait, quelle est la stratégie d'une entreprise.
Ouais et et c'est je trouve systématiquement des choses, hein. Tous les audits systématiquement. que j'ai pu faire, je trouve systématiquement des choses, en fait, qui en disent beaucoup sur la concurrence et sur même l'entreprise en elle-même. Ouais et tu t'es créé un process de travail justement pour faire tes premiers enfin tes audits, parce que ça a l'air, enfin, je te vois comme, Charles, comme je vois avec un monocle, avec un chapeau et un longue traîne, en train de chercher avec une loupe partout toutes les informations. Tu t'es créé un process pour, justement ne rien manquer, en tout cas le manquer le moins possible d'informations pour juste que ton audit soit le plus, proche de ton client et que tu puisses peut-être te détourner de la première question de ton client. Il vient te voir pour un projet et toi, tu peux peut-être réorienter ce projet grâce à ton travail en lui disant, ouais, ok, j'ai bien entendu, ça c'est ce que tu veux, mais comment on va y arriver? Il faut peut-être réorienter nos recherches, enfin notre travail, enfin votre travail en tout cas, différemment. Donc moi, ce que je veux, c'est comment tu fais tout ça? Comment tu recherches? Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle toi aussi, puisque tu en parles? Est-ce que tu fais à l'ancienne, tu ouvres des livres, des manuscrits, des je sais pas quoi, des papyrus, ou tu as un outil génial qui te permet de faire tout ça? Alors mon outil, c'est mon cerveau, pour être tout à fait C'est utile. pour tout à fait transparente. J'ai enfin, du moins, moi, j'écris alors c'est ça qui est très drôle, c'est que mes premiers audits, je les ai faits à l'instinct et après j'ai reconsolidé, en fait, soit avec des lectures, soit en me documentant. Ouais. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, au fur et à mesure, en fait, moi, j'ai écrit ma méthode. C'est comme ça que j'ai écrit ma méthode, c'est vraiment, en fait, en refaisant le squelette, la colonne vertébrale, en fait, de comment je procède et comment je raisonne pour aller, en fait, chercher l'information. Ouais. OK, donc il faut juste un cerveau. Bon, bah, ça va, normalement, on en a tous un. Donc ça, c'est On en a facile. tous un, donc Voilà. c'est à la portée d'un certain nombre de personnes et puis je pense qu'aussi, c'est la force de l'expérience aussi Mmh. qui fait que, à un moment donné, comme, dans le métier que je faisais précédemment, bah, des fois, il fallait aller chercher l'information. Oui. C'est d'ailleurs souvent la norme, hein. C'est que bien souvent, même quand tu récupérais un patrimoine, tu avais pas forcément l'historique, il fallait aller chercher l'information. Donc en fait, j'ai tout de suite eu ce réflexe, en fait, d'aller chercher l'information. Pareil, j'ai fait des études de droit que j'ai repris a posteriori de quand j'ai commencé effectivement à travailler en entreprise. J'ai repris ça des années après et je sais que le droit effectivement t'amène en fait cette approche systémique d'aller chercher l'information quoi qu'il arrive. Ouais. Donc ces réflexes-là, en fait, je les avais déjà en fait de par mon expérience passée. Je les ai simplement transposés Encore une fois. au consulting. Encore une fois, génial. Un truc que je retiens de ce que tu viens de dire aussi, c'est, que finalement tu écrivais tout ce que tu faisais, en fait, tu as documenté ton travail et à force de le documenter, tu t'es créé, forcément une mécanique, dans ton cerveau cette fois puisque tu as plus besoin. Tu l'as posé une première fois, enfin et puis tu l'as affiné au fur et à mesure, et moi je trouve ça hyper intéressant. J'aime documenter tout ce que je fais. Alors moi après j'ai une tendance à le donner à tout le monde en faisant des sites web, des trucs, enfin partout, où je dis bah tiens moi j'ai fait ça, voilà, je vous le donne. Et à la base c'est pas fait pour le donner, c'est pour moi, pour le garder une trace quelque part parce que un cerveau, ben c'est pas un disque dur, hein, on n'emmagasine pas des données indéfiniment. À un moment elles sont perdues ou plus vagues, en tout cas moins claires dans notre esprit. Et documenter les choses sur du papier, je trouve ça hyper intéressant. Ça structure souvent notre pensée et puis ça te permet d'aller plus vite au but généralement. Moi j'aime beaucoup, je prends, enfin je le fais déjà, mais si vous l'avez pas, si vous nous écoutez, si vous êtes encore là à cette heure-là, c'est que vous avez besoin de tips, prenez-le, c'est génial. Un bout de papier, un stylo, ça marche très très bien et ça fait travailler le cerveau en plus tout ça. Et puis aller rechercher. Alors maintenant, il y a plein d'outils pour aller chercher de l'information. On a des ChatGPT, des Gemini, des Mistral, etc., etc. Est-ce que tu t'en sers un petit peu aujourd'hui ou c'est pas quelque chose que tu trouves J'utilise intéressant? Si, si, j'utilise l'intelligence artificielle bien sûr, hein, que ce soit Perplexity, NotebookLM, J'adore. ChatGPT bien sûr, Claude. En fait, je trouve en fait j'utilise en fait le meilleur de chaque intelligence artificielle. Par exemple, je sais que ChatGPT, je l'utilise pas pour écrire parce que, je trouve en fait que c'est une catastrophe, et je l'utilise plus en fait quand je dois raisonner au niveau stratégique. Claude, je trouve est meilleur pour rédiger. Perplexity pour le moteur de recherche, aller chercher l'information et même des fois rédiger, ça m'arrive effectivement de l'utiliser comme moteur de recherche en fait pour travailler sur mes newsletters. NotebookLM, je trouve que c'est pas mal en fait pour avoir en fait tout en un même endroit, synthétiser en fait toute une information, toute une série d'informations. Ouais, Parce qu'après derrière ça te permet justement, avec l'intelligence artificielle de NotebookLM en fait de resynthétiser des choses ou de retravailler des résumés. Enfin tu peux faire plein de choses avec, Notebook.
Ouais, moi je suis très très fan de Notebook LM. Typiquement pour les épisodes de Renacast par exemple, une fois qu'on a enregistré, que j'ai monté l'épisode, chaque épisode, donc l'audio de chaque épisode, je le mets. Je me suis créé un notebook, je sais pas comment il l'appelle, un classeur, j'imagine, où je Mmh. mets tous mes épisodes. Donc depuis le début en fait, j'ai donc on a 47 épisodes actuellement, 48, enfin dans ces eaux-là. J'ai tous mis au même endroit. Et quand je sais plus en fait, je sais que j'ai discuté avec telle ou telle personne, je sais que on m'a donné tel livre, mais je me souviens plus vraiment qui, ou je me souviens plus vraiment du titre. Et ben dans notre BLM, vu il a ma base de données et uniquement ce que je lui ai donné, il ne va pas chercher ailleurs. Je lui dis bah tiens, on m'a parlé d'un livre, je crois que le titre c'est Quand, ou un truc comme ça, qui m'en a parlé, et là pouf, il va me trouver en quelques secondes l'information très très rapidement, alors qu'en temps normal, j'aurais dû réécouter mes 47 épisodes, soit minimum 47 heures d'écoute pour trouver un bouquin. Tu vois, donc moi je Mmh. trouve ça génial, c'est un truc que je conseille à tout le monde, et même dans sa version gratuite, enfin tout ce que tu as cité dans leur version gratuite, ça marche très très bien. Ça Euh, suffit. ouais, ça suffit largement. Et ce que j'aime bien aussi dans ce que tu nous dis, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul outil. Dans ta trousse à outils, il y en a plein, Ok, ils sont tous tagués intelligence artificielle, mais ils sont pas tous destinés à la même chose. Et en l'occurrence, il faut savoir tirer le meilleur parti de chaque produit. Donc, je prends. C'est ça. L'intelligence artificielle pour moi, en fait, c'est une aide. Ça ne se substitue pas au cerveau humain. Mm. Donc et ça, je pense qu'il faut l'avoir en tête. C'est-à-dire que moi, je vois effectivement beaucoup de personnes aujourd'hui sur LinkedIn qui ont tendance, en fait, à utiliser l'intelligence artificielle exclusivement pour rédiger des posts. Mm. Mais ça a un effet pervers parce qu'au final, en fait, l'intelligence artificielle, quand tu l'utilises uniquement pour rédiger, ça standardise ta pensée. Donc, C'est ce qui clair. fait, en fait, que tu perds, en fait, en authenticité et en humanité dans la manière dont tu abordes les choses. Ouais, et puis tu peux la challenger, l'IA. Tu peux challenger ton cerveau aussi avec l'IA, et tu le disais, tout à l'heure, bah, je lui pose des questions et puis il me répond, et puis j'avance, comme un collègue qui est pas forcément bon d'ailleurs, ça peut être juste un collègue qui pose toujours des questions idiotes, mais à travers ces questions idiotes, ça sème des petites graines dans ton cerveau qui fait qu'à la fin, eh ben, on a une idée commune, et il y a pas vraiment de questions idiotes finalement. C'est souvent la réponse qui est plus bête que ça. Mais je trouve ça intéressant des fois de partir dans des délires. Moi, j'aime bien partir dans des délires avec l'IA. Et puis, et puis ça émerge un truc auquel je n'aurais pas pensé au début, comme tu discutes avec quelqu'un dans la vie de tous les jours, ou tu refais le monde, tu vois, à la terrasse d'un café, parce que bon, Mmh. on part dans des délires et puis ça marche bien. Moi, je trouve ça génial. J'adore. Je prends tous ces outils, tout le monde. Enfin, si vous les avez pas, demandez-les nous. On vous les donnera avec plaisir. On touche progressivement à la fin de ton épisode, Charlie, et du coup, j'ai tellement de questions que je sais même pas par laquelle passer, mais euh, on va commencer très simple. Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi, si on a envie d'échanger avec toi? Alors, il y a LinkedIn, évidemment, ton nom, ton prénom, ton nom, je crois, je sais plus dans quel sens c'est sur LinkedIn, mais je le mettrai évidemment Mmh. dans les notes de l'émission. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut échanger et discuter avec toi, ou simplement vouloir travailler avec toi? Alors, je suis essentiellement sur LinkedIn, hein, parce que c'est l'endroit sur lequel je suis la plus active, mais je suis aussi également sur Instagram. En fait, à chaque fois, j'ai mis mon prénom, nom. C'est ça qui est Facile. extrêmement simple, c'est qu'on peut me retrouver facilement avec mon prénom, nom. Le site internet, c'est en cours. Je suis en train de travailler dessus, parce que c'est vrai qu'en priorité, c'était pas une priorité pour moi, en fait. On peut avoir des clients et d'ailleurs, c'est aussi une croyance populaire, c'est qu'on pense qu'on a besoin d'un beau site pour avoir des clients, mais pas du tout. Pas du tout. Simplement Effectivement. d'être actif sur les réseaux, ça suffit. Ouais. Enfin, actif sur les réseaux, une page Notion ou une page d'accueil, en fait, où vous avez votre page de vente, ça suffit et je vais dire, je suis même encore très mauvais élève là-dessus parce que je n'ai même pas de page de vente à l'heure actuelle Et puis, sur mon LinkedIn. ok, ouais. Juste une page de rendez-vous, de prise de rendez-vous. Un calendrier et puis c'est parti. C'est ça, OK, exactement. parfait. Bah, Donc tiens, je prends, c'est génial. Des fois, on se prend la tête, et j'écris des articles dernièrement, alors il y a loin maintenant, où j'explique que, notre cerveau est toujours prêt à ne nous pas à nous éviter à travailler, en fait. Il trouve toujours des bonnes excuses pour qu'on n'avance pas. C'est on n'a pas le bon outil, on n'a pas le bon site web, ou je cherche l'outil parfait, et j'ai fait des posts autour de ça en expliquant qu'on s'en fiche, en fait, et j'en parle au niveau podcast, hein, où on me demande ah mais comment tu fais un podcast, il faut quel outil, quel micro, quel machin, quel truc. Je fais t'as un téléphone, ouais, pose-le sur une pile de livres,
mets en mode enregistrement et puis filme et puis basta. Tu as tout ce qu'il te faut pour enregistrer ton premier podcast. Et souvent, ça étonne les gens. Le pire est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien, pardon. Et du coup, parfois, aller à l'essentiel, ça marche. Un minimum viable, c'est bien aussi. Donc, tu me le dis, pas de site web, même pas de page de vente. Parfait, ça marche. Tu en es la preuve en tout cas. Cool, j'adore. Dans Renacast, je demande, allez, tu m'as déjà donné tout à l'heure un livre, mais je demande à tous mes invités s'ils ont un livre de chevet qu'ils adorent particulièrement parce qu'à un moment de leur vie, ça leur a été bénéfique, ça leur a sauvé la vie pour certains, ou ça leur a montré le monde différemment et qu'ils aiment le partager à tous ceux qui sont autour d'eux. Alors moi, dans le livre, ce que j'aime bien, c'est que c'est un truc physique, tu vois, on peut écrire dessus. Ça devient une Bible différente au fur et à mesure que ça passe à travers les mains des personnes. Tu donnes un livre. Ce livre, moi, j'aime bien stabiloter parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je dis j'ai du mal du haut de la page au bas de la page à me souvenir de tout ce qui est au milieu parce que ça m'a demandé un effort assez conséquent sur la lecture, un effort intellectuel sur la lecture. Donc, je stabilote. J'aime beaucoup stabiloter. Comme ça, je vois, j'ai plein de styles, plein de couleurs. Et puis après, je passe ce bouquin. Et ce bouquin, il est lui-même stabiloté par quelqu'un d'autre, voire annoté. Comme je dis, je m'amuse souvent. Des fois, quand il revient, il y a même des numéros de téléphone. Je trouve ça génial. J'appelle du coup. Et toi, quel est ce livre-là, celui, ta Bible à toi? Alors moi, je vais te surprendre parce que déjà, je stabilote pas mes bouquins. Pour moi, c'est un sacrilège. Je comprends. Je suis désolé. Après, j'ai une manière particulière de lire. Ah, ça C'est-à-dire que m'intéresse. je ne alors autant quand j'étais plus jeune, je pouvais lire un livre de manière linéaire, de A à Z, aujourd'hui, je ne suis plus capable de le faire. C'est-à-dire que, j'ai une dizaine, voire une douzaine de livres qui sont ouverts en même temps et en fait, à chaque fois, je prends un livre au hasard et j'en lis quelques pages Ah ouais. et après derrière, en fait, pour moi, en fait, j'utilise la lecture aujourd'hui comme un moyen de stimuler ma créativité ou justement un outil de réflexion. Après, alors je sais que dernièrement, j'avais déjà, enfin, je crois que dans un de mes posts cette semaine, j'ai rappelé effectivement, les bouquins qui étaient mes bouquins de référence en tant qu'entrepreneuse. Donc à savoir, Personal MBA de Josh Kaufman et Stratégie Océan Bleu de Kim et Mauborgne, je crois, il me semble. Le premier, c'est la bible, en fait, vraiment qui donne toutes les bases pour, créer un business. Donc ça va de la création de valeur jusque, derrière à comprendre les systèmes. OK. Donc ça fonctionne, en fait, je crois que tu as des micro-chapitres où à chaque fois tu as une notion, en fait, à chaque fois, en fait et tu peux le lire, en fait, tu es pas obligé de le lire de manière linéaire. Ah C'est cool. selon tes besoins, tu peux revenir dessus, en fait, quand tu cherches, en fait, un sujet précis dans l'entrepreneuriat et le deuxième, stratégie océan bleu, parce que c'est ce qui permet, en fait, de créer des espaces stratégiques différenciants. Donc sortir de c'est la théorie de l'océan bleu ou l'océan rouge où, quand tu as beaucoup de concurrents, en fait, qui se partagent la même part du gâteau, tu es dans un océan rouge et ton but, justement, c'est de créer un autre océan. Où tu as un axe différenciant. Donc ceux-ci, en fait, c'est ceux que je partage habituellement, mais j'ai envie de dire, là, j'ai envie de changer de livre que je recommande. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup au niveau business, effectivement, de comment créer un business, mais je pense qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est le mindset. C'est l'état d'esprit, en fait, parce qu'il y a une transition à faire quand on passe, en fait, de salarié à entrepreneur au niveau de l'état d'esprit. Et je sais que moi, un des livres, en fait, que j'avais déjà lu, mais que j'ai redécouvert autrement, heu, quand je l'ai relu effectivement il y a de ça 2 ans, c'est «L'intelligence émotionnelle» de Daniel Goleman, OK. qui te donne en fait les 5 piliers de l'intelligence émotionnelle, qui est la conscience de soi, donc la conscience de ses propres émotions, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de soi et puis derrière toute la partie d'intelligence relationnelle dans ton rapport avec les autres. Donc l'empathie, l'altruisme, la compréhension des autres. Et je trouve que ce livre-là, enfin, je vais en parler d'ailleurs tout à l'heure en live, avec Miss Buffet-Froid, mais l'intelligence relationnelle, je pense que c'est l'une des compétences les plus sous-cotées du business. Ouais. Je suis d'accord avec Donc toi. heu, donc ça et justement ce livre-là permet justement de reposer en fait des mots sur toutes les émotions qui peuvent traverser en tant qu'entrepreneur et même de manière générale, hein, pas qu'en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'individu de manière générale. Parce que pour moi, la clé effectivement de la maîtrise de soi, elle passe en fait par la compréhension en fait de son système de fonctionnement. Tu vois? On en revient toujours effectivement à mon fil rouge de la compréhension des systèmes, la compréhension de l'humain, je sais pertinemment que c'est mon ADN, profond, qui me guide dans mon quotidien.
Excellent. Je le rajouterai évidemment dans la bibliothèque de mes invités sur le site renacast.fr où vous retrouvez tous les livres qu'on m'a donnés. Alors toi, tu m'en as donné 4. Et ben, je les rajouterai les 4. Je suis généreuse. Ouais, mais c'est ça, c'est ce qui te caractérise aujourd'hui en tout cas. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Ça me donne beaucoup de lectures futures, donc ça c'est bien. Je vais peut-être aller chercher chez Audible, tu vois, pour qu'ils me les lisent, qu'ils me les lisent directement en audio. Je pense qu'ils y sont également. Merci beaucoup. Allez, dernière question pour clôturer ton épisode, si tu le veux bien. C'est la question que j'apprécie beaucoup. Si tu as déjà écouté certains épisodes de Renaka, je finis toujours par celle-ci. C'est si tu avais la capacité de remonter dans le temps, prendre la DeLorean, oui, je suis fan de Retour vers le futur, et de repartir plusieurs années, voire dizaines d'années derrière toi, et puis tomber face à face avec la petite Charlie de ses 10 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, le premier réflexe, ce serait de dire effectivement de croire en soi, parce que, je pense qu'à un moment donné, dans la construction de soi, en fait, il y a la phase de doute, hein, qui fait que, on perd de vue, en fait, vraiment, en fait, son essence. C'est va pas for Les valeurs, c'est un peu fort parce que tu perds pas tes valeurs pour moi en soi, c'est juste que tu fais un pas de côté, en fait, pour te couler dans un moule ou du moins pour, correspondre, en fait, à l'image potentiellement qu'on se fait de toi. Et je pense que l'une des choses qui est essentielle, c'est vraiment de rester connecté, en fait, à ses passions d'enfant. Parce qu'à un moment donné, si elles sont là, et moi je l'ai compris aujourd'hui en refaisant le fil, c'est que ces passions d'enfant, en fait, elles en disent beaucoup, en fait, sur qui on est et le pourquoi. Et c'est vrai que de revenir effectivement à ces passions d'enfant, ça permet aussi de comprendre aussi, quel est le sens qu'on donne, en fait, à ce qu'on fait et surtout à quel moment, en fait, on se désaligne, où on est vraiment aligné avec ce qu'on fait. Et justement, ces passions d'enfant, c'est un bon indicateur, en fait, de ce qui nous fait vibrer. Donc de revenir à son essence, à ce qui nous fait vibrer, c'est aussi ce qui permet aussi derrière, je pense, d'avoir une vie qui est équilibrée et vraiment épanouie, que ce soit titre personnel ou professionnel, bien sûr. Effectivement, je suis d'accord. Merci beaucoup, Charlie. Merci pour Merci à tout ce toi. partage. Comme je le dis à tous mes invités, on se redonne rendez-vous ici, même dans 2 ans peut-être, pourquoi pas, pour refaire un point sur ces années passées, ces évolutions, puis tout ce que tu auras encore travaillé, amené, apporté dans ta vie professionnelle et personnelle. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite le meilleur pour la suite et à très vite dans un épisode de Renacast. Ciao, bye. Merci beaucoup à toi. Ciao. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir Renacast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.